On est là pour essayer d'anticiper des formes à venir de ce qu'est le travail. En fait, on va sans doute se contenter de réfléchir à ce que les profondes transformations technologiques et économiques, dans quelle mesure elles reposent la question de la centralité du travail dans notre société. Notre société a reposé un temps, longtemps, et un temps qui a eu son apogée dans les années 70. Cette société a reposé sur un compromis social qui était en fait un certain équilibre conflictuel et fragile, mais qui était tout de même un équilibre entre l'économique et le social. Aujourd'hui, cet équilibre est, on le voit tous, fondamentalement remis en cause. Il est profondément dégradé dans toutes ses régulations. Les droits et la protection du travail sont désormais perçus comme des obstacles à l'impératif catégorique de la compétitivité. Le travail devient de plus en plus aléatoire. Les régulations de la société salariale sont de plus en plus déstabilisées les unes après les autres. Et c'est la figure du prestataire de services, capable de négocier lui-même, à ses risques et périls, l'ensemble de ses conditions d'emploi, qui se substitue à la figure historique du travailleur salarié, inscrit dans des systèmes de régulation collective. Est-ce donc la fin du travail salarié ? Le discours managérial moderne ne veut plus du prolétaire. Vous savez, le prolétaire qui, le travail fini, flânait, comme chantait Montand, flânait sur les grands boulevards en pensant aux copains, en pensant aux filles. Non. Le discours managérial moderne veut autre chose et il veut plus. Il exige aujourd'hui davantage de disponibilité, une disponibilité constante, et d'une certaine manière, il exige de ses salariés une véritable conversion à ce qui fonde les valeurs de l'entreprise. Avec la peur du licenciement, il se développe ainsi une véritable souffrance au travail. Aux jeunes qui cherchent un premier emploi, on explique qu'il leur faut innover. Et certains y réussissent. Mais le coût humain de ces quêtes individuelles interdit d'en faire le modèle d'un destin que l'on souhaiterait faire partager à tous et qui permettrait d'anticiper un avenir collectif meilleur. L'histoire sociale nous montre que ce sont les régulations contractuelles construites collectivement à partir du travail qui ont peu à peu abouti à une relative domestication du marché. La fin du rapport collectif au travail et aux régulations salariales qui ont été construites ne va-t-elle pas donc nous livrer entièrement à une société de marché ? Je veux dire une société de marché, elle existe déjà, bon, on va pas... Mais une société qui serait purement et simplement le marché, entièrement régi par les logiques et les exigences du marché. Logique et exigence fondamentalement asociales. L'utopie de la fin du travail s'avance ainsi comme une des plus terrifiantes qui nous ait été donné d'envisager.
Pourtant, seul le présent peut servir de point d'appui pour l'action. Et le travail est toujours ce qui détermine l'existence sociale de nos contemporains. Combattre contre la dégradation de cette existence sociale demeure donc certainement l'impératif politique principal. L'utopie, ça n'est une aussi. L'utopie de ceux qui n'entendent pas se soumettre au diktat des faits. Voilà quelques questions sur cette thématique du travail menacé par le capitalisme terminal. Alors cette loge, les Enfants de Rabelais, a une tradition un petit peu de poil à gratter. Et c'est un petit peu dans cet esprit que nous avons souhaité travailler sur quelque chose de très concis, puisque nous avions un temps très restreint. Et donc, nous nous sommes attachés à alerter, à attirer l'attention sur les risques de manipulation qui existaient dans l'utilisation des termes chers à nos oreilles, que nous soyons francs-maçons ou pas. Je veux dire travail et valeur. Alors, cette petite contribution introductive s'adresse donc à Jean-Philippe Milesi, qui interviendra derrière ensuite pour nous éclairer d'une manière beaucoup plus large, et s'intitule « Vous avez dit valeur ». Alors pour les francs-maçons que nous sommes, le travail... Est-ce que vous m'entendez bien ou faut que je parle? Ça va, bien. Le travail est avant tout un moyen de perfectionnement, un instrument pour la recherche de la vérité, et c'est en cela qu'il a une grande valeur. Mais, hors du temple, le monde globalisé et numérisé sort des cadres sociaux, humanitaires et humanistes. Le travail érigé en valeur a fini par conduire les salariés dans une servitude volontaire. Et le salariat, comme modèle garantissant un bonheur social, est en effondrement. Le discernement à l'égard du couple valeur-travail doit donc, nous semble-t-il, être de mise. Comment en sommes-nous arrivés là? Les injonctions paradoxales encloses dans deux termes à forte portée symbolique, valeur et travail, nous jouent de vilains tours. En effet, le mot valeur, du latin valere, avec ce signifiant être fort, son appropriation est gratifiante, renforce le sentiment de puissance et par conséquent nous expose à être victimes des techniques de communication. Le mot travail, de l'ancien français travail signifiait au XIIe siècle tourment, souffrance, lui-même issu du latin tripalium. Alors pourquoi le mot qui désigne un instrument de torture est également une valeur réputée indispensable à l'épanouissement de soi? Le pain est de longue durée et de longue date associé au travail comme la monnaie d'un rude labeur. Mais quelles représentations sont en jeu lorsque nous succombons religieusement sous le charme de gagner son pain à la sueur de son front? Alors, le travail est-il une valeur? Le fait est que le travail est aujourd'hui perçu comme une valeur forte. Les salariés l'idéalisent.
et on le comprend tout à fait. On entend même parler de bonheur au travail. Mais attention, ne fermons pas les yeux sur le mal-être au travail, sur l'émergence des risques psychosociaux, ces risques qui atteignent de plus en plus de salariés jusqu'à les rendre malades de leur travail, voire jusqu'à les pousser à mettre fin à leur vie sur les lieux mêmes de l'exercice de cette soi-disant valeur. Or, la question du bonheur est de nature existentielle. Elle relève de l'intimité de l'individu. Elle le renvoie à sa trajectoire de vie et au sens qu'il lui attribue. Alors, assigner au travail et au premier degré un statut de valeur, c'est nier que dans l'écologie du bonheur de chacun, le travail peut légitimement prendre une place toute relative. Un petit coup d'œil sur l'organisation du travail, qui est aujourd'hui, comme Jacques nous l'a dit en pré-introduction, qui est aujourd'hui un cadre qui vacille et qui en appelle à la valeur travail. Les trois principes de l'économie sociale et solidaire, engagement volontaire, égalité, solidarité, pour ne citer que cela, ce ne sont pas les seuls évidemment, associés en un socle commun aux valeurs qui fondent l'action politique et celles qui fondent l'action économique sont séduisants. Mais doit-on se réjouir quand l'engagement associatif est déclaré grande cause nationale en 2014 par le Premier ministre et que le sens qu'il y donne est celui de la promotion des dons et du bénévolat, alors que les subventions aux associations qui emploient plus de 2 millions de salariés, qui assurent des services au public, sont en chute libre. Les économistes annoncent d'ailleurs des dizaines de milliers de suppressions d'emplois dans les associations. En quelque sorte, nous sommes en face d'un plan social de dimension nationale qui ne dit pas son nom. Alors, la valeur doit-elle supposer une contrepartie obligatoire ? Alors, il convient, nous semble-t-il, aujourd'hui de remettre au travail l'impensé du terme valeur, c'est-à-dire penser ce qu'est la production humaine, en quoi le collectif attend des personnes singulières qui le composent une économie de la valeur sociale. Où se situe le non reconnu des productions d'impact et fonctions sociales ? Poser la question du principe de sans contrepartie, sans se soumettre aux croyances de la fonction salvatrice de sa propre bienfaisance. Oser penser, avoir le courage de dire que tous les êtres exercent une fonction sociale, qu'ils sont des producteurs d'économie, telle la voisine qui va voir en été si la vieille dame a bien bu. Accepter que cette valorisation de la production sociale ne donne pas lieu à une police, mais soit le résultat d'une volonté collective de prendre en compte la circulation du don, comme nous y invite d'ailleurs le modèle de Mauss. Pour un citoyen responsable, il convient d'exercer par la dialectique son sens de la recherche permanente du bien commun et prendre garde à ne pas glisser dans la servitude volontaire. Autrement dit, ne pas chercher à réduire la complexité, rester éveillé et adapter à chaque fois une réponse collective à la singularité de l'autre qui doit rester libre et digne. Ce que la valeur travail a fini
par ne plus garantir complètement. Comme le disait André Gorz, il faut dire adieu à ce prolétariat rédempteur, christique, celui qui doit souffrir pour sauver le monde, remettre en cause l'idéologie du travail commune au fond au capitalisme et au communisme soviétique. Si la sueur perle au front des gagneurs de pain, gardons-nous d'en faire un modèle désirable. La société de demain peut incarner ses valeurs républicaines dans la reconnaissance de l'essence des êtres et pas seulement dans leur force laborieuse. En conclusion provisoire, soyons clairs, si le travail en maçonnerie a une grande valeur, ne tombons pas dans le piège tendu par les promoteurs de l'économie capitaliste qui brouillent les cartes en parlant, voire en sacralisant la valeur travail. Travailler après le capitalisme, c'est un mode nouveau à inventer qui permet à chacun d'assurer sa subsistance et de choisir sa qualité de vie dans un monde avec de moins en moins d'emplois au sens qu'on l'a connu au XXe siècle. Et la raréfaction de l'emploi ne doit plus faire peur et entraîner la soumission des personnes. Pour la franc-maçonnerie humaniste et progressiste, cette contingence offre une véritable opportunité de travailler à un modèle d'intégration qui garantisse le lien social et les choix de vie libres et autonomes. Permettre à tous de ne plus avoir peur de perdre son emploi lorsqu'il n'y a plus assez d'emplois pour tout le monde, c'est inventer un modèle qui dissocie emploi et revenus. C'est pour cela que nous, francs-maçons, devons travailler à l'instauration d'un revenu d'existence. Et ne perdons pas de vue, d'une part, que l'oisiveté est la culture de l'aristocratie, et que d'autre part, la culture du travail est une culture bourgeoise, conformiste et catholique. Ces représentations sont à l'œuvre en nous. Moi le premier. Soyons vigilants et restons conscients que la chasse à l'assistanat est à la convergence de ces deux archaïsmes. Permettre, et j'en ai terminé, permettre à toute personne de travailler selon ses désirs et selon ses possibilités et à des rythmes singuliers, et veiller à ce que le système ne l'exclue pas est possible. Notre société a les moyens et peut prendre des décisions politiques de donner à tous un revenu d'existence sans exiger en retour une contrepartie monnayable. Peut-être voilà l'utopie à construire. Pour cela, le courage politique doit prévaloir et les francs-maçons doivent être proactifs. Nous avons dit merci. Nous avons travaillé ensemble à notre loge et le problème au fond de cette question, elle en a apporté beaucoup plus qu'elle n'a apporté de réponses. Alors, je vais vous lire ce que nous avons pu conclure entre nous à ce sujet entre travailler après le capitalisme. En première analyse, nous pourrions dire qu'il y a dichotomie entre le travail et le capitalisme, tant par leur opposition que par leur complémentarité.
le choix sociétal était un équilibre ou un parti pris entre l'émancipation par le travail et l'enrichissement par le capitalisme, par le capital. Après le capitalisme sous-entend la fin du capitalisme dont le premier attribut était entreprendre et son risque financier, et le deuxième, le placement et sa pérennité. Ces deux attributs auraient été détruits par la spéculation. Le capitalisme a ainsi généré une violence dans le travail, éloignant les salariés de la production au seul profit de la productivité et détruisant le sens même du travail. Et ce, même si nous pouvons louer l'apport de la technologie pour libérer les humains de travaux les plus pénibles et répétitifs. Le drame de notre époque est d'avoir perdu le sens du vieux dicton maçonnique « ce que tu fais, te fait ». Ce proverbe signifiant que c'est par ses actes que l'homme se construit. Le concept de chef-d'œuvre s'est également envolé et avec lui le plaisir du travail bien fait. Nous sommes arrivés à un tournant où il y a une prise de conscience assez large de ce rythme infernal et insensé, antinomique avec la jouissance de la vie, et renforcé par un ralentissement de la croissance. Les objectifs de croissance des sociétés capitalistes sont antinomiques avec la notion de plein emploi pour chacun, générant ainsi un chômage de masse sans doute durable. Le monde est coupé en deux, des diplômés maîtrisant leur savoir-faire et continuant à se développer, et une masse de personnes confrontées à la nécessité d'emplois précaires et peu qualifiés, et évidemment peu rémunérés. Que dire alors de la notion même de capitalisme qui trouve, ou plutôt trouver, son sens dans la valorisation du travail comme levier d'augmentation du capital, capitalisme dans lequel le capital lui-même est ou était valorisé au travers de la notion d'utilité du service rendu. Le capitalisme n'est-il pas lui-même battu en brèche par le libéralisme financier? Et pourtant, il semble difficile d'imaginer un monde où le capitalisme n'existerait pas. En effet, toutes nos infrastructures doivent être reconsidérées. Les banques, piliers du capitalisme, doivent être redéfinies, ainsi que les sociétés anonymes, berceaux de la dépersonnalisation du travail. Mais comment envisager le travail après le capitalisme? Peut-être en instaurant le revenu universel, redéfinissant la notion de salaire et d'emploi, peut-être en créant un droit de l'entreprise remplaçant le droit des sociétés, en renforçant les mécanismes de solidarité au sein de nos sociétés, le retraité étant un modèle. La notion de travail doit être revue en repensant le paradigme travail, emploi, activité. Le travail a-t-il une fonction uniquement économique, mais également sociale, valorisant la création et la transmission? Peut-on envisager un travail sans salaire? Quelle part du travail si l'on revoit à la baisse notre niveau de consommation, qui est en effet incompatible avec le développement d'un monde durable? Quelle répartition entre travail, entraide et vie sociale? Question d'autant plus intéressante pour nous francs-maçons, combien travaillent sans penser salaire et combien disent toucher leur salaire sans avoir travaillé? Le travail est bien le fruit de cette énergie qui crée le déplacement en devenant synonyme de transformation,
de création sur un plan individuel et social, car l'homme ne peut faire vivre durablement l'un sans l'autre. Pour nous, francs-maçons, le travail interroge également notre rapport au temps et à ce que nous souhaitons en faire. Il nous semble intéressant de repenser le travail sous deux angles indépendants. Un travail nourricier et un travail pour soi, avec comme instrument de liberté le revenu d'existence, garantie de l'équilibre que chacun veut donner à sa vie, avec comme principe fondateur l'économie au service de l'homme et non pas de l'homme au service du travail, de l'économie, désolé. Mais pourquoi ne pas aller encore plus loin en envisageant un travail sans salaire, fortement individualisé, la rémunération étant avant tout fondée sur le principe de redistribution qui prendrait en compte non pas la production directe, mais le potentiel de contribution de chacun au collectif. Mais alors, comment éviter que le facteur humain pervertisse le système, qu'une poignée d'individus recrée des zones de pouvoir dans leur intérêt? Il serait donc indispensable de lever l'ambiguïté qu'il y a dans notre société entre valeurs et richesses, en réapprenant les valeurs essentielles par le développement de l'empathie, la valorisation de l'expérience et de l'apprentissage de la vie. Comment développer un capitalisme-marxisme raisonné où le travail prendrait tout son sens à la fois politique, social et économique en se fondant sur le revenu d'existence comme garantie de liberté et sur la redistribution comme fondement de fraternité. Nous avons dit. Chers amis, bonjour. Je suis très embarrassé. Je suis très embarrassé et ravi en même temps, parce que la qualité des trois travaux qui viennent de vous être présentés me font penser que je n'ai pratiquement plus rien à vous dire. Alors je vais quand même essayer, puisqu'on m'a convié. Je dirais peut-être beaucoup de choses qui sont les mêmes, mais peut-être autrement. Donc voilà mon embarras. Je retrouve dans la présentation de Jacques, comme dans la présentation des deux loges qui m'ont précédé, beaucoup d'éléments que vous retrouverez nécessairement. Il y aura donc, sans que nous ayons répété, il y aura nécessaire répétition, mais peut-être ces choses-là méritent qu'on les dise, qu'on les redise et qu'on les répète. Donc voilà, je rentre dans mon travail. Donc je voudrais d'abord remercier le Grand Orient de France et son grand maître Christophe Abbas de me donner ce matin la parole. Je voudrais dire tout l'honneur que je ressens de m'exprimer devant une assemblée de sages dans un lieu où on glorifie le travail et dont le principal temple porte le nom d'Arthur Groussier, qui avant d'être sérénissime, comme on disait à l'époque, fut syndicaliste et le père de ce code du travail si durement acquis et que depuis quelques années, on s'efforce de démanteler. Vous me demandez de traiter du travail et vous posez comme cadre après le capitalisme. Je veux bien me dire socio-économiste à l'instar de mes camarades de l'Institut Polanyi, dont je suis secrétaire général, mais je ne suis pas devin ou utopiste, même si je crois aux vertus de l'utopie. Je discuterai donc dans un premier temps la question même qui m'est posée, mais je crois savoir que c'est une habitude dans cette maison. Je la discuterai notamment à partir des progrès technologiques, de la révolution informationnelle ou numérique, qui fait que l'on postule à l'envi la fin du travail. Mais il faut rappeler que Jérémy Rifkin, l'auteur de la formule, notamment dans sa traduction française, s'est plusieurs fois exprimé depuis pour dire le mésusage qui avait pu être fait de son titre. Donnons-lui acte. Et à partir de là, on échafaude des scénarios, on fonde des politiques dans des perspectives d'autant plus gênantes
qu'on ne semble pas s'accorder sur les mots, à l'instar de ce que regrettait Rifkin. Cette modeste intervention n'a donc pas pour objet d'apporter une vision du travail au lendemain d'un capitalisme supposé fini, mais de discuter les termes de la question pour contribuer au débat, il est vrai, nécessaire. Je m'attacherai tout d'abord à après le capitalisme, pour refuser de considérer que nous nous y trouvions et pour douter qu'il disparaisse, sinon au prix de bouleversements tels que tous les termes du débat s'en trouveront profondément changés. C'est pour ça que je ne veux pas me revendiquer devin. Non pas que je ne désire pas ardemment me retrouver dans cette hypothèse, celle de la fin du capitalisme. Depuis mes premiers engagements, je m'efforce de contribuer très modestement, il est vrai, à cette perspective de participer à l'avènement d'une humanité plus juste et plus éclairée. Non pas que je ne considère pas le capitalisme financier comme insoutenable et conduisant à une catastrophe annoncée. Mais je sais les capacités, notamment dans les dernières années, du capitalisme pour muter, au sens des mutants des films d'horreur et d'anticipation, mais surtout le pouvoir des forces qui le soutiennent pour annihiler tous les courants critiques et par la propagande, d'abord, par la violence, si besoin est. Le capitalisme est aujourd'hui insoutenable et je reprendrai ici les propos de Patrick Vivray. Il est insoutenable économiquement. La crise, ou du moins l'incident majeur qui a été baptisé ainsi de 2008, a montré les dangers d'un capitalisme financier où seule une part infime des mouvements de capitaux des fonds spéculatifs s'appuie sur une production effective de biens et de services. Des bulles sans cesse se constituent et menacent sans cesse d'éclater. Ce capitalisme est insoutenable socialement. Le capitalisme financier veut les inégalités et l'aggravation de celles-ci qui atteint des sommets rarement atteints. Le dernier rapport d'Oxfam est accablant. Là où il y a quelques années, ils étaient 62 à avoir accumulé une richesse équivalente à celle de 50% des personnes les plus pauvres, ils ne sont plus que 9 lors de la dernière étude publiée cette année. 1% des plus riches possèdent plus que les 90% du reste de la population mondiale. Dans les dernières années aux États-Unis, 4% des plus riches ont accaparé 90% des effets de la croissance. Les indices succèdent aux indices, et si l'on parle de recul de la pauvreté, ce ne sont pour l'essentiel que les effets statistiques, des moyennes incontrôlées. Le capitalisme est insoutenable environnementalement. La caricature n'est-elle pas la politique que Trump met en œuvre avec l'appui des milieux d'affaires pour en finir avec l'écologie, à l'instar de ce qu'avait proclamé un passé président de la République française. Mais il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi l'empoisonnement continu des populations, et on fait bien de remettre peut-être l'accent dans cette campagne, c'est un des effets positifs, sur des perturbateurs endocriniens, sur l'ensemble des produits toxiques qui sont chaque jour déversés sur nous et sur nos enfants. Mais surtout, ce capitalisme financier est insoutenable démocratiquement. Les contre-révolutionnaires du Mont Pèlerin, les Chicago Boys, n'ont que faire de la démocratie. Hayek l'a clairement proclamé. Friedman a fait du Chili de Pinochet son laboratoire. Le développement des inégalités, les effets dévastateurs de la mondialisation malheureuse unissent les possédants et opposent les peuples, segmentent les populations, les mouvements identitaires, fondamentalistes sont le fruit du mépris de la politique des oligarchies financières, du mépris de la politique menée par les oligarchies financières. La corruption, dans l'acception qu'en donne Gustave Massia, un des fondateurs des forums sociaux mondiaux, c'est-à-dire la soumission puis la confusion des élites politiques aux cartels financiers, aggrave profondément ces dérives. Michel Rocard n'affirmait-il pas en 2007 « Le capitalisme vit une crise suicidaire pour l'humanité, mais pour autant il ne meurt pas ».
Et pour autant, avec l'effondrement de la fin des années 90 des pays du socialisme dit réel, le capitalisme règne désormais sans partage et pour quelques années encore à mes yeux. Bien des essais critiques apportent des explications à ce paradoxe. Je retiendrai, et vous m'excuserez pour la longueur de la citation, celle que donne David Graeber, l'auteur de La dette, qui, avec Thomas Piketty, est l'un des best-sellers de cette pensée critique. Il part du sentiment d'impuissance à envisager des alternatives à ce capitalisme insoutenable. Je cite : « Ce sentiment d'impuissance vient notamment du fait que depuis 30 ans, les appareils de persuasion ou de coercition ont été davantage mobilisés pour gagner la guerre idéologique que pour n'importe quoi d'autre, y compris créer les conditions de la viabilité du système capitaliste. Le néolibéralisme a privilégié le politique et l'idéologique sur l'économique. Stratégiquement, cela veut dire qu'il a préféré tout déployer pour faire croire que le capitalisme est viable à long terme, plutôt que de s'atteler à le rendre viable à long terme. Le résultat, c'est la guerre de l'imaginaire, efficace au point que les gens qui se retrouvent avec des boulots de merde, je cite, pensent que rien d'autre n'est possible. On voit bien, je continue la citation, on voit bien que cette hégémonie idéologique atteint ses limites aujourd'hui. Cela signifie-t-il que le système s'effondre ? C'est dur à dire. Mais s'il commençait à s'effondrer, cela ressemblerait à ce que nous voyons. Les systèmes économiques peuvent connaître des changements fondamentaux. Le capitalisme est récent. Il est raisonnable d'imaginer qu'il peut devenir quelque chose d'autre. » Fin de citation. À ceci, il faut ajouter la sidération, sur lequel insiste souvent Patrick Vivray, dans lequel les forces idéologiques du capital tiennent les peuples autour des notions aux résonances terrifiantes, comme celle de la crise et son avatar, la dette, ou magique, comme celle de révolution numérique. S'agissant de la crise, l'imposture est totale. On a réussi à persuader des millions de personnes éduquées, s'agissant des populations de l'Union européenne par exemple, que nous vivions une crise grave qui devait nous conduire à des sacrifices collectifs. Faut-il, à propos de sacrifices et sans verser dans la moindre polémique, ce ne serait pas le lieu, revenir sur la visite récente d'un candidat à la magistrature suprême, ce qui en l'occurrence a une résonance cocasse, dans un établissement hospitalier. Il y explique à des personnels harassés, au bord du burn-out, qu'ils devront travailler plus pour gagner peut-être autant, et que la dette est là, qu'il impose, les accusant implicitement par leur volonté à seulement vivre, bien vivre, de creuser les déficits. Et il se trouvera des agents hospitaliers pour voter pour lui ou pour pire encore. Mais sur ce dernier point, je vous invite à relire les premiers paragraphes de 93 de Victor Hugo. Il existe en Belgique une fondation pour soutenir la pensée critique et que préside mon ami Jean-Pascal Labille, qui fut ministre et est secrétaire général des mutualités socialistes belges. Il est un lecteur assidu de Gramsci, sur lequel a écrit récemment Gaël Broustier, qui s'est exprimé devant nous hier. Cette fondation s'appelle « Ceci n'est pas une crise ». Et de fait, ce que nous vivons, c'est la tentative d'instauration d'un nouvel ordre mondial, celle d'un capitalisme financier hyper concentré, où les grandes puissances privées outrepassent largement celles de la plupart des États. Ce nouvel ordre veut en finir avec les États dits providence, les États du compromis social, nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec les illusions démocratiques et sociales qui ont présidé tant au programme du Conseil national de la résistance, les Jours heureux, ou de la conférence de Philadelphie, telle que l'analyse Alain Suppiot, je vous invite à lire son essai « L'esprit de Philadelphie ». Rappelons que la conférence de Philadelphie, qui avait été convoquée par Franklin Delano Roosevelt, qui est hélas mort avant sa tenue, affirmait « La pauvreté, où qu'elle existe, est une menace pour la prospérité de tous. » Ou encore « Une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale. » Ou enfin « Le travail n'est pas une marchandise. »
Cela nous permet d'aborder plus directement le travail, ou plutôt la crise du travail, la raréfaction du travail, la disparition du travail, comme on nous le serine plus généralement. Qui peut raisonnablement reprendre ces antiennes en regardant le monde d'aujourd'hui? Qui visite un établissement hospitalier ou un EHPAD et qui n'est pas candidat à la présidence de la République, peut-il sortir en niant les cruels besoins de travail face à la détresse des patients et face à la détresse des personnels? Qui peut supporter l'incapacité dans l'éducation à pourvoir les absences de maîtres et de professeurs? Qui peut voir la dégradation du patrimoine environnemental et culturel sans s'interroger sur le travail qui serait nécessaire, ne serait-ce qu'à leur simple conservation? Et jusqu'aux prisons, dont on prévoit les extensions, alors que les pénuries actuelles de gardiens, d'encadrants sont dramatiques, plusieurs milliers manquent à l'appel. Les exemples de besoins de travail sont flagrants. Je n'en ai pris que quelques-uns. Et ce n'est pas le travail qui manque, ce sont les emplois, et nous y reviendrons. De la même façon, au-delà des duretés qui se perpétuent ça et là dans nos pays, ce n'est pas le travail qui fait souffrir. Ce sont les conditions dans lesquelles on exige qu'il s'exerce. Il faut lire les travaux de Christophe Dejour, les travaux de Yves Clos, les travaux de Anne Thébault-Monny et d'autres. On y voit notamment que les vagues inédites de suicides au travail ne surviennent pas dans les sites de haute pénibilité physique, mais dans les lieux où la détérioration des conditions est psychique et morale. Dans ces lieux de la révolution numérique, souvent. Yves Clos insiste sur le fait que la souffrance de bien des travailleurs qu'il a rencontrés ne tient pas au travail qui est le leur, mais justement au sentiment de ne pas pouvoir l'accomplir convenablement et dignement. Ils ne souffrent pas souvent de leur travail, ils souffrent pour leur travail. Et c'est le cas aussi que l'on a pu voir, par exemple, dans cette usine dont tout d'un coup le nom m'échappe, cette usine poubelle horrible dans le nord de la France, à Goël. Je sais plus, excusez-moi, j'ai oublié le nom. C'était dans le village où était né Maurice Thorez, où les travailleurs aimaient leur usine, aimaient leur travail, alors que le travail les tuait et les rongeait petit à petit. À propos, il faudrait sans doute en finir avec le rapport trop souvent fait entre travail et tripalium. Parce que cette assimilation, et l'on oublie par exemple aussi que le travail, c'est celui de la femme parturiente qui donne naissance à l'enfant. Il faudra en finir parce que cette vision de la malédiction du travail est une notion religieuse qui nous accable depuis la Bible. Les nouveaux modes de management sont basés sur la violence et un film récent qui s'appelle Corporate traite justement des techniques délibérées de mobbing où il s'agit de pousser un salarié à quitter son emploi de lui-même pour éviter les indemnités. Mais d'autres maltraitances sont au catalogue des DRH cost-killers que s'arrachent les entreprises dites modernes. Le salariat, voilà l'ennemi. Comment en sommes-nous arrivés là? La société de ce que l'on a appelé en France, avec le goût du cocorico qui nous est singulier, les 30 Glorieuses, voyait le pays se développer comme ses homologues occidentaux dans un plein emploi, un développement du pouvoir d'achat et un compromis social globalement assuré, même si cela n'interdisait pas quelques poussées de fièvre. En 1973 eut lieu le premier choc pétrolier. Il est vrai qu'il apporta des bouleversements dans de nombreuses activités, dans certains rapports de force. Mais il fut surtout une de ces divines surprises qui marquent parfois l'histoire. Car ce choc, comme la crise, va justifier alors dans l'opinion de profonds changements. Ces changements sont les changements de paradigme voulus par les nouveaux maîtres de la pensée libérale. En 1973, après le coup d'État de Pinochet, Milton Friedman est à l'œuvre à Chicago pour mettre enfin en dimension réelle ses théories monétaristes. En 1974, c'est le prix Nobel d'économie qui est attribué à Friedrich Hayek.
Nous sommes 5 ans avant l'arrivée de Maggie Thatcher, et 7 ans avant celui de Ronald Reagan. Je voulais voir des acteurs partout. Depuis plusieurs années déjà se prépare la révolution conservatrice qui signe l'avènement de la mondialisation dans son sens actuel, qui est celui de la financiarisation totale de l'économie mondiale. C'est une citation de Bernard Stiegler sur lequel je reviendrai. Comment se situe le travail dans ce processus de financiarisation ? Il faut voir que celui-ci pose au départ la séparation majeure entre le financier et l'industriel au profit du premier, et nous arriverons vite au déséquilibre déjà évoqué, ceux que Bernard Liétard, repris par Patrick Vivray, disait sur cette part infime de l'économie reposant sur la production réelle de biens, enfin des échanges financiers, sur la production réelle des échanges de biens et de services. Donc ces déséquilibres se sont accélérés par la très fertile imagination des sorciers de la finance et leur utilisation, les premiers, et de la manière la plus sophistiquée, des instruments numériques. Pour s'en convaincre, je vous renvoie aux travaux de Paul Jorion, qui s'est, par le hasard de l'existence, retrouvé au cœur des fabriques des algorithmes financiers. La production de biens et de services n'est plus primordiale dans ce capitalisme, mais elle a dû au départ, et doit continuer, à dégager les flux financiers nécessaires à la mise en œuvre du mouvement spéculatif dominant. La part des salaires dans la plus-value devait donc être significativement réduite, comme celle des investissements au profit des dividendes. Et les évolutions des États du compromis social faisaient obstacle à cette accumulation spéculative, qu'on prenne pour preuve l'augmentation du SMIC arrachée pendant les grèves de 68, après les grèves de 68. Il fallait donc, dans le même temps où l'on contraignait les salaires, soumettre les États. Toutes les politiques libérales concourent à ces deux objectifs. Dans le cadre du Forum social des saisonniers, le sociologue Richard de Thiers, qui avait dans une vie antérieure fondé un des premiers mouvements de chômeurs, a, avec des travailleurs de la CCAS, monté un petit spectacle appelé « Comment ils ont inventé le chômage ». C'est une farce très documentée, fondée sur les discours d'Hayek et de ses épigones, mais aussi de Maggie Thatcher et d'autres, qui montrent l'utilisation du chômage de masse pour peser sur le niveau des salaires, qui nierait aujourd'hui la réalité de ce phénomène. On pourra reparler, par exemple, de la croissance pauvre en emploi ou du détournement de l'ensemble des aides ou des concours de la banque, des aides comme le CICE, à toute autre chose qu'à la création d'emplois. La première révolution libérale, celle qui accompagna la première révolution industrielle, n'avait pas agi autrement. Et j'évoque ici la loi Le Chapelier. Et si je l'évoque, c'est parce qu'une récente publication de l'Institut de l'entreprise, sous la signature d'un proche de Denis Kessler, et la préface du PDG d'un des plus grands groupes français, le groupe Vinci, vient d'en faire un éloge appuyé. C'est très inédit, ça a fait depuis des années, des siècles, enfin 2 siècles au moins, on n'avait pas fait l'éloge de la loi Le Chapelier, à part dans les manuels d'histoire de la Troisième République. Cette loi, dont Jaurès disait qu'elle fut une loi terrible, dérégulait absolument toute la relation entre patrons et travailleurs, refusant toute coalition au nom d'intérêts prétendument communs. La loi Le Chapelier postulait la seule négociation présentée comme libre du contrat. Et elle fut effectivement terrible dans ses effets, en libérant le temps de travail et en imposant du fait d'un salaire de subsistance, notion reprise par Hayek. Si on veut s'en convaincre, on peut regarder que le temps d'un ouvrier parisien avant la loi Le Chapelier, ce sont des amplitudes de travail considérables, 12 à 14 heures, mais sur 250 jours par an, parce qu'il y a les fêtes votives, parce qu'il y a les fêtes patronales, parce qu'il y a le repos dominical, etc. Mais Napoléon Bonaparte, qui est un très grand lecteur, un très grand épigone
d'Isaac Le Chapelier, a dit cette phrase magnifique pour abolir le congé hebdomadaire dominical: le salarié mange tous les jours, il doit pouvoir travailler tous les jours. Bon, ça renvoie aussi à des propos récents sur le travail dominical, mais cela renvoie surtout à la notion de salaire de subsistance. On considérait que le salaire devait être le salaire de subsistance juste, comme disait Marx, pour la reconstitution de la force de travail, mais guère plus. Mais il faut voir que ce salaire de subsistance se retrouve dans les travaux de Friedrich von Hayek et dans les travaux des auteurs du Mont Pèlerin. Tout le social fut donc à reconstruire après cette loi, et ce fut l'effet d'abord des luttes des femmes et des hommes sous la contrainte des besoins et la conscience de la solidarité, de politiques voulant et la conscience de la solidarité, et aussi de politiques voulant prévenir la guerre sociale. On a vu émerger comme ça au XIXe siècle à la fois cette économie sociale et solidaire dont ont parlé nos amis des enfants de Rabelais, c'est ça ? Dont ont parlé nos enfants de Rabelais, mais aussi les premières politiques de compromis social, notamment à partir de la deuxième partie de l'Empire libéral, et ensuite avec la Troisième République, et avec un homme très important dans ces politiques du compromis social qu'on oublie souvent, qui est Pierre Waldeck-Rousseau. Aujourd'hui, même si on s'en tient et aujourd'hui, où en est-on ? Bien, on est en pleine régression par rapport à ces états du compromis social. Si l'on s'en tient juste à l'inversion de la hiérarchie des normes, on sape tout l'édifice social qui a été bâti patiemment. La négociation libre, celle du renard libre dans le poulailler libre, selon la phrase attribuée à Lamennais, on la retrouve dans l'auto-entrepreneuriat, dans l'ubérisation que l'on nous présente comme un progrès pour la société. S'agissant de cette dernière, on ne peut pas ne pas évoquer l'autre justification de la raréfaction du travail que serait la révolution numérique. Il ne s'agit pas ici de développer l'arrivée du soft totalitarisme qui s'imposera demain si l'on y prend garde. Je vous renvoie au très bel ouvrage d'Éric Sadin qui a participé à nos utopiales hier sur la silicolonisation du monde, ou sur les travaux d'un professeur à l'université de Stanford, c'est-à-dire au cœur du réacteur, comme dit Paul Jorion, qui s'appelle Morozov. Il n'est certes pas dans la vision de quiconque de casser les machines, à l'instar de ce que firent les Ludites au début du XIXe siècle en Grande-Bretagne, ou aussi, pour une part, les canuts à Lyon 10 ans plus tard. Mais nos sociétés politiques et civiles doivent résister à la domination que les empires numériques cherchent à imposer. Dans cette société que l'on nous décrit comme inéluctable, il y a, à l'instar des grandes sectes de parfaits, très peu d'élus pour une grande masse de disgraciés. Oui, il faut se réjouir de voir les tâches répétitives assumées par des machines, comme il faut en général se réjouir des progrès scientifiques et techniques. Mais il faut savoir raison garder. J'ai eu à participer, excusez-moi de prendre mon exemple, à des travaux sur l'emploi dans une grande institution sociale et bureaucratique, je ne la nommerai pas. Le traitement des données allait inexorablement rendre obsolète toute une série de travaux et remettre en cause un grand nombre d'emplois. On entendait deux discours optimistes, celui des nouveaux métiers, mais ceux-ci étaient dans un rapport de 1 à 20 avec les emplois dits obsolètes. Et puis celui de l'évolution de l'affectation des personnes, et l'on disait du traitement des dossiers au traitement des publics. Mais avait-on seulement pensé à la déqualification, à l'impasse dans laquelle on avait précédemment tenu les personnes chargées justement de mettre des épingles pour lier une enveloppe et une feuille de maladie ? Oh merde, j'ai dit où j'étais. Pensait-on donc que des publics souvent désemparés de ces institutions pouvaient, au nom d'une réaffectation administrative, être pris en charge par des personnes sans les qualifications nécessaires ?
Cet exemple que l'on peut dupliquer et on pourrait citer d'autres cas de traitement purement comptable et administré des situations d'emploi et de travail justifiés par la modernité au nom de la révolution numérique. Pour reprendre à nouveau une expérience professionnelle, il est paradoxal que c'est alors que se développaient les discours sur la mutation du travail que furent progressivement démantelés et ou désorganisés les outils de ce qui avait été le service public de l'emploi. On ne cesse de faire référence à une formation professionnelle essentiellement au service du numérique qui permettrait un épanouissement de chacun. Mais notre monde produit sans cesse des phénomènes dramatiques. On assiste à une nouvelle prolétarisation où le travail cède devant l'emploi. Prolétariser, écrit Bernard Stiegler, signifie détruire le savoir. Et il prend l'exemple paradoxal d'Alan Greenspan dans sa justification d'après la crise de 2008, qui disait ne rien avoir pu faire puisqu'il était entièrement entre les mains de machines numérisées. C'est le prototype pour Bernard Stiegler de cette prolétarisation, y compris du président de la Federal Bank. Une persistance honteuse des emplois non qualifiés. Il y a aussi une déqualification constante de centaines de milliers de jeunes diplômés employés à bas coût dans des emplois disqualifiés ou déqualifiés. On assiste à une persistance honteuse des emplois non qualifiés qui font pourtant l'essentiel du marché du travail aux États-Unis et ailleurs. On assiste à une déstructuration des temps, ça a été remarqué aussi par les loges, avec la généralisation des contrats courts, de la précarisation, le renouveau du travailleur journalier, à l'instar des prolétaires du XIXe siècle. Mais comme le soulignent Dominique Méda et Pierre Laroutourou dans leur dernier ouvrage « Einstein avait raison », on en est arrivé à la situation où cette option pour le chômage, qui a permis le développement des accumulations financières, en arrive à menacer les équilibres et à devenir un facteur de crise. Mais c'est oublier que le capitalisme financiarisé, à l'image du symbole majeur qu'en donne le high-speed trading, est résolument court-termiste. Pour citer à nouveau Bernard Stiegler, le capitalisme ne se préoccupe plus du tout de ses acteurs, ni de ceux qui produisent, et donc du travail, ni de ceux qui consomment, ni plus largement des citoyens de la planète, insoutenabilité environnementale que j'ai évoquée. Pas plus que des investissements qu'il remplace par la spéculation. Le capitalisme financier n'investit plus parce qu'il ne croit plus dans l'avenir, il est structurellement cynique. Mais pour autant, l'alternative est dure à définir. En effet, comme je le disais, l'autre bête noire du libéralisme, après le salariat, c'est l'État, et avec lui les services publics. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur le démantèlement de nombreuses institutions qu'ont connu les dernières décennies, aggravant le développement des inégalités par la déstructuration des amortisseurs sociaux. La liste serait trop longue à faire. Je vous renvoie au manifeste pour le service public du XXIe siècle que vient de publier la Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics. Je vous renvoie aussi aux travaux de Jacques Fournier, qui fut secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, puis président de grandes sociétés nationales, et qui propose dans son ouvrage « L'économie des besoins » une alliance entre les collectivités et services publics d'une part, les forces de l'économie sociale et solidaire d'autre part, pour une économie résolument tournée tout à la fois vers la satisfaction des besoins des gens et l'intérêt collectif général. Tout au contraire, en conformité avec la segmentation des sociétés que veut le libéralisme, et sans considération pour ce qu'ils font, les fonctionnaires, les agents des collectivités et des entreprises publiques sont très régulièrement dénoncés à la vindicte publique. Et beaucoup de femmes et d'hommes qui sont les premières victimes de ce démantèlement, au risque de situations schizophréniques, reprennent ces antiennes. Et l'on promet de créer des emplois en commençant par liquider 500 000 agents publics, comme on a promis pendant des années des embauches en échange de facilités à licencier. Mais vous allez me trouver épuisant à force de constats sombres et négatifs. Si mon discours paraît empreint d'une certaine mélancolie de gauche, pour reprendre le titre du magnifique ouvrage que vient de publier Enzo Traverso, il ne veut pas en fait céder au découragement, au pessimisme. D'ailleurs, ici, on espère.
Même si nous sommes, pour reprendre Gramsci, entre un vieux monde qui se meurt et un nouveau monde qui tarde à apparaître, et si dans ce clair-obscur peuvent surgir des monstres, nous voyons aussi se construire des pensées critiques riches de propositions, voire des alternatives concrètes. Je voudrais ici me référer à quelques-unes de ces propositions. J'ai souvent fait référence, et je vais le faire encore une fois, à Stigler qui a publié récemment un ouvrage qui proclame « L'emploi est mort, vive le travail ». Ce n'est pas un cri désespéré. Pour prendre un exemple, le fondateur d'Ars Industrialis y développe notamment l'intérêt qu'il porte aux nouvelles communautés autour des logiciels libres qui définissent un nouveau modèle économique non seulement viable, non seulement durable, mais extraordinairement gratifiant pour ceux qui le pratiquent. Et il ajoute, ce nouveau travail installe la déprolétarisation, j'en ai donné la définition tout à l'heure, au cœur d'une nouvelle logique économique fondée sur la valorisation du travail. Nous ne sommes pas ici dans la résistance frileuse au numérique, mais à sa subversion. De même, il fait référence comme un dépassement du revenu d'existence à un nouveau type de contrat de travail que décrit Olivier Landau, et s'inspirant du régime des intermittents du spectacle comme modèle porteur d'une économie de la contribution. Il montre la richesse de ce type de contrat qui prend en compte le temps de travail effectif, mais aussi des temps de réflexion-conception et des temps de formation. Et Olivier Landau dit « Marx, dans les Grundrisse, identifiait la spécificité des productions artistiques et la difficulté à les intégrer à une analyse de la production en général. Ne sommes-nous pas actuellement dans une situation inversée ? L'automation, la virtualisation de la production numérique et informationnelle ne conduisent-elles pas à considérer que le monde des productions artistiques tend à se généraliser dans un monde numérique réticulaire ? Ce n'est qu'une proposition parmi d'autres, tant est riche, je le sais, le renouveau de la pensée critique. Il y a aussi, par exemple, les travaux de Bernard Friot sur le salaire universel, présenté comme un droit politique nouveau, qui trouve ses racines dans les droits sociaux conquis tout au long des 19e et 20e siècles. Et Bernard Friot dit « En socialisant ainsi 400 milliards supplémentaires dans les caisses à gestion ouvrière pour amorcer la généralisation du salaire à vie et de la maîtrise de l'investissement par les seuls travailleurs, et en asséchant d'autant la centralisation capitaliste de la plus-value, nous renouerons avec les révolutionnaires initiateurs du régime général de sécurité sociale de 1946 et nous remplacerons la propriété capitaliste des entreprises par leur propriété par les travailleurs, condition de tout projet d'émancipation du travail. Je sais, tout cela se discute, mais cela a du souffle et s'inscrit pleinement dans notre débat du jour. Ces propositions s'inscrivent dans le débat généré par les notions autour du revenu universel ou du revenu d'existence, et cela aussi a été repris dans les travaux d'éloge. Je rappelle que dans cette maison, cette proposition du revenu d'existence fut passionnément discutée à partir des travaux du professeur Yolande Bresson, et je me souviens avoir participé ici à un colloque en 2002. Mais il y a aussi, et je viens à ce qu'a évoqué Jacques et nos amis de Rabelais, la construction au quotidien d'alternatives. Sans doute, mais je sais que oui. Mon ami Jean-Louis Cabrespine, qui intervenait hier, sur l'économie sociale et solidaire, y a fait référence. Mais il existe dans ce monde de l'économie sociale et solidaire, coopératif notamment, des initiatives innovantes qui cherchent à fournir des alternatives dans le champ du travail. Ainsi, les coopératives d'activité et d'emploi constituent des structures d'accueil et de soutien aux personnes porteuses de projets et qui refusent les pièges de l'auto-entrepreneuriat et notamment l'isolement. Ainsi, c'est souvent sous forme coopérative que les nouveaux prolétaires abusés par les plateformes numériques cherchent à se réorganiser en s'émancipant collectivement. Plus traditionnellement, les sociétés coopératives et participatives, ex-sociétés coopératives ouvrières de production, offrent de très concrètes perspectives à la reprise d'entreprises viables, abandonnées ou liquidées, mais elles sont aussi le choix de nombreux jeunes entrepreneurs, y compris dans les secteurs de pointe nouvelles technologies, voire biotechnologies, pour se tenir à l'écart des nouveaux modes de management, des pressions spéculatives de l'emploi capitaliste.
Dans le monde où nous sommes, des millions et des millions de femmes et d'hommes s'organisent en coopératives, non seulement pour résister aux conditions du temps, mais aussi pour mettre en place des alternatives concrètes. C'est vrai en Afrique, en Inde, dans le sud-continent indien. On compte actuellement plus de 300 millions de coopérateurs, de travailleurs coopérateurs, et plus de 1,5 milliard à 2 millions de personnes qui sont directement liées au travail de ces coopératives. Ces alternatives doivent être considérées pour ce qu'elles sont, mais davantage encore pour ce qu'elles permettent d'imaginer en termes de nouvelles organisations. Elles se fondent sur le collectif, là où le libéralisme postule l'individualisme égoïste. Elles s'organisent selon le principe de coopération, qui, au-delà de sa dimension économique, est le contraire absolu de l'esprit de compétition auquel on voudrait tous nous soumettre. Elles exigent un haut degré de démocratie à l'heure où le libéralisme s'en désintéresse, voire s'en défie. C'est sur ces actions concrètes que je m'arrêterai. Il n'est pas question ici de conclure, d'autres le feront peut-être, il ne s'agit que de provoquer le débat, de refuser toute notre prolétarisation en travaillant et en revendiquer notre savoir. Edmond Charleroux, interrogé sur le plus beau mot de la langue française à ses yeux, avait choisi « comprendre ». Je pense que des réunions comme celle-ci sont faites pour comprendre collectivement, pas pour prescrire. Je me permettrai de rajouter mon moi, mais qui est très largement partagé dans cette maison, comme l'a dit Christophe Abbas, ou comme l'a réaffirmé Michel Rio-Sarcey en recevant la Marianne Jacques-France. Ces mots seraient émancipation, ou pour s'en tenir aux infinitifs qu'on nous demande de travailler, émanciper. Je pense que ce sont les plus beaux mots de la langue française. Comme disait Aragon, c'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre comme une étoile au fond d'un trou. J'ai dit. D'abord, effectivement, on constate dans nos sociétés une défiance à l'égard des structures, des institutions traditionnelles. La Mutuelle Générale de l'Éducation nationale et Solidaris, mes amis des mutuelles socialistes belges, viennent de publier un baromètre, ce qui s'appelle Confiance et bien-être, et qui donne effectivement des résultats tout à fait inquiétants. On s'aperçoit que les Français interrogés, comme les Belges interrogés, puisque c'est un baromètre qui est fait en France et en Belgique, sans faire de pub, les résultats de ce baromètre seront largement diffusés dans le numéro, dans un supplément de, je crois, le 13 avril de l'hebdomadaire L'Humanité Dimanche, avec l'AMGEN et avec les mutualités socialistes belges. Ce baromètre laisse apparaître que les institutions dans lesquelles les Français comme les Belges croient, ce sont la sécurité sociale, oui, puisqu'il s'agit d'un cadre mutualiste. Les mutuelles, oui, mais les vraies mutuelles, pas les compagnies d'assurance, pas les dispositifs financiers. Les associations et les ONG, oui, parce qu'ils savent qu'ils traitent de leurs besoins, de leurs problèmes immédiatement. Et là, on a des codes de confiance de l'ordre de au-dessus de 60 à 70%. La confiance, c'est sur est-ce que vous pensez que ces institutions peuvent contribuer à l'avenir à une amélioration de la situation. Et en revanche, les grandes institutions financières, les partis politiques, les médias, hélas, les syndicats, les syndicats sont dans un entre-deux, mais les institutions politiques, les médias et les grandes institutions financières, les grandes entreprises, sont en bas de classement avec des taux entre 8 et 15% de confiance. Ce qui pose véritablement le problème de la déstabilisation démocratique de notre société sur lequel j'ai voulu insister. Friedrich von Hayek disait, entre une dictature qui applique les principes du libéralisme économique et une démocratie keynésienne ou régulée, je préfère la dictature. C'est un choix stratégique. La dictature n'est pas du tout
incompatibles. C'est pour ça que mon propos peut paraître désespérant, mais il ne voulait pourtant pas l'être. C'est qu'il y a effectivement un problème de confiance dans les institutions, et je pense qu'il y a une conjonction effectivement pour... Regardons cette campagne actuelle. Cette campagne est une campagne de délégitimation du politique, comme il y a rarement eu dans une campagne présidentielle. On ne peut pas s'abstraire du débat actuel. On a un processus de délégitimation du politique, du collectif. L'éloge par Jean-Charles Simon que j'ai évoqué de la loi Le Chapelier, c'est véritablement revenir à une société sans normes, sans solidarité et sans recours collectif. Et donc, je pense que c'est aussi un des idéaux de la pensée libérale. La deuxième chose, c'est sur le revenu universel, sur le partage du travail. Moi, je pense, effectivement, c'est la proposition qui est faite par Dominique Méda, qui a eu plusieurs fois l'occasion de venir en parler dans cette maison, ou par Pierre Laroutourou, qui était le promoteur de la semaine de 4 jours. Il y a une proposition de retour des 32 heures. En disant les 35 heures n'étaient pas une mesure de partage du travail, c'était une mesure du constat de l'évolution de la productivité. Et ils ont raison. Et 32 heures marcherait tout à fait. Maintenant, il ne s'agit pas de partager le travail il y en a trop. Ce qu'il faut, c'est partager la richesse. Ce n'est pas le travail qu'il faut partager. Du partage du travail, il y en a pour tout le monde, et il y en a pour des années, et on a tout ce qu'il faut, et on a de quoi satisfaire tous les niveaux de qualification et toutes les aspirations individuelles. C'est en ça que je suis très très optimiste et pas désespéré. Mais c'est une question de partage de la richesse. On ne peut pas demander de partir sur les bases du partage du travail tel que ça a été porté par une organisation syndicale dans les années 80-90, en disant, ben oui, il faut que ce soit les pauvres qui partagent entre eux, sans changer fondamentalement la répartition de la plus-value entre les dividendes, les investissements et le travail. Le partage, on est toujours tous d'accord pour que les pauvres assurent leur propre solidarité. C'est ce qu'ils ont fait quand ils ont créé l'économie sociale, les premières sociétés de secours mutuels, les premières coopératives, les premières associations. Mais c'est un modèle innovant, c'est un mouvement. Mais ce n'est pas un aboutissement. L'aboutissement, effectivement, est l'épanouissement de chacun dans des pays où, c'est pour ça que j'insistais sur la contestation du mot crise, les richesses n'ont jamais cessé de croître. Vous prenez beaucoup de gens dans cette campagne sont persuadés que nos pays sont appauvris. Ils ne sont pas appauvris, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur les inégalités. Donc le partage du travail, oui, bien sûr, peut-être. D'ailleurs, la CGT aussi fait une campagne actuellement sur les 32 heures, une campagne d'explication sur les 32 heures. Mais pas dans une perspective de partage, pas simplement pour le partage, mais pour la constatation des gains de productivité, pour aussi constater la détérioration du travail. Parce qu'on parle des temps de travail, mais ce que nos sociétés ont produit aussi, c'est qu'autrefois, le logement était à côté de l'usine. On passait directement. Donc, il y avait des temps de vie collectifs. On était sur le même territoire. Maintenant, les territoires sont tout à fait éclatés. On le voit d'ailleurs dans la façon dont a été conçu le Grand Paris. On met les activités à l'ouest, les logements à l'est, des choses comme ça. Et l'on condamne les gens à passer des longs moments dans des transports que je vais pas faire, c'est pas pour faire pleurer Margot, mais enfin on connaît les conditions des transports parisiens. Mais ces conditions du transport parisien, cet éloignement entre le lieu de vie et le lieu de travail, il est aussi valable pour toutes les grandes métropoles et même parfois sur les entreprises rurales. Enfin, la dérégulation, oui, il y a dérégulation et apparition de nouvelles règles. Je ne suis pas du tout anti-européiste, mais il est évident que les nouvelles règles qui sont données aux entreprises, au cadre du travail, par les institutions européennes,
non pas telles qu'elles devraient disparaître, mais telles qu'elles sont aujourd'hui, et telles qu'elles devraient changer, sont effectivement des normes qui s'inscrivent pleinement dans le liberal design. Tout à fait, on est tout à fait dans ce cadre-là. Qu'on prenne les normes comptables. Les normes comptables qui sont imposées, y compris aux entreprises de l'économie sociale, qui sont les normes comptables actuelles, sont des normes comptables qui laissent une énorme part au profit financier, au calcul et à la recherche du profit financier par rapport à l'activité. Donc les autres monnaies, les monnaies alternatives, le monde sans monnaie, on voit apparaître, et dans le cadre notamment de l'économie sociale et solidaire, des monnaies locales, des monnaies alternatives. Il y en a une qui a un joli nom, elle s'appelle le COPEC, C-O-O-P-E-C. Mais vous avez la violette à Toulouse, vous avez d'autres monnaies alternatives, qui sont des monnaies qui interdisent toute spéculation, qui favorisent l'échange, mais interdisent la spéculation. C'est ce à quoi on devrait revenir. Mais pour le moment, si on considère les volumes spéculatifs, on est effrayé par le chiffre de Kerviel, des pertes engendrées par Jérôme Kerviel, mais rapporté au volume global de transactions d'une société comme d'une banque comme la Société Générale, c'est peanuts. Bien sûr, pour tout particulier, et pour moi le premier, les milliards en question donnent le vertige. Mais si on voit les volumes, et des volumes qui échappent là, Kerviel, on peut l'accuser d'avoir joué. Mais la plupart, comme le disait d'ailleurs Alan Greenspan, des échanges monétaires, des échanges financiers sur les produits dérivés, etc., sont désormais faits par des algorithmes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien contrôler. Et ça pose un vrai problème. Là aussi, je reviens sur le mot démocratie. Les temps de la spéculation sont des temps à la nanoseconde. Qu'est-ce que le temps de la démocratie? C'est le temps de la pensée, de la délibération et de la mise en œuvre. Nous ne vivons pas dans les mêmes temps, et ce décalage des temps, et qui a été aussi remarqué, est un défi. Et puisqu'on parle de monnaie locale, il y a une monnaie même locale qui vient d'éditer la première carte, la carte de paiement solidaire. C'est le SCHCO, mais c'est dans un pays où il y a des solidarités et aussi une identité très forte. Donc c'est au Pays Basque Nord. Mais on voit y compris des élus tout à fait conservateurs, enfin qui sont conservateurs sur l'échiquier politique national, favoriser le développement de l'ESCO dans leur ville, alors qu'ils sont maire LR ou maire UDI. Ils participent pleinement à cet effort. C'est une alternative. Sur les réseaux d'échange réciproques de savoir, ou les CEL, les systèmes d'échange locaux, mais les réseaux d'échange réciproques de savoir, c'est ce qui a donné naissance aux CEL, enfin c'était une vision des CEL. Je pense effectivement que ce dont nous devons nous convaincre, c'est que nous sommes tous pour autant que nous sommes. Et c'est pas du tout démagogique ou pour se faire plaisir que je dis ça. Nous sommes tous porteurs et créateurs de savoir. Les sociétés qui se sont succédées ont voulu créer des barrières de plus en plus, et paradoxalement de plus en plus hermétiques entre les sachants et ceux... entre des élites, des oligarchies de plus en plus restreintes et le reste de la population. J'ai eu la chance, puisque ça a été cité, de diriger le Collège coopératif Paris, où nous étions à un centre universitaire non académique, où nous faisions travailler les gens à partir de leurs pratiques et en direction de leurs projets, mais nous amenions des gens, des personnes, pas les gens, mais des personnes sans aucun prérequis universitaire, juste parce que leur pratique sociale les y avait amenés,
pratiquement de l'alphabétisation, nous l'avons fait, de l'alphabétisation au doctorat en 7 ans. C'est totalement hors des schémas académiques. Et ça nous permet de réfléchir sur le fait que, effectivement, les savoirs ne sont pas que les savoirs académiques, ne sont pas que les savoirs numériques confisqués, ne sont pas que l'intelligence du monde n'est pas que dans la Silicon Valley, et que l'homme, pour s'épanouir et s'émanciper, n'a pas besoin d'être augmenté. C'est un autre débat qui anime nos sociétés. Donc effectivement, ces réseaux d'échange réciproque de savoir sont une manifestation de la volonté de travailler ensemble. Alors, ça rejoint la question des initiatives citoyennes. Ça fait partie de cette nouvelle citoyenneté, de ces nouvelles solidarités, de l'économie solidaire, de la véritable économie participative ou contributive, et non pas l'économie confisquée par les plateformes numériques comme Uber ou Airbnb ou Blablacar. Donc effectivement, ce sont des expériences qui se sont hélas un peu taries dans les derniers temps, et il faut le regretter, mais on voit pas mal d'initiatives citoyennes où on retrouve des choses comme cela. Je pense à l'épisode de Saillant, l'utopie de Saillant. C'est dans la Drôme, un village autogéré avec une démocratie permanente et une association de tous à la délibération. Je pense que nos sociétés peuvent fonder ces utopies. Maintenant, ces utopies, les unes à côté des autres, ces initiatives citoyennes. Et quand j'ai parlé, je parlais pas du capitalisme américain, je parlais du capitalisme tel qu'on le vit. Moi, je voyais ça très, très en phase avec le capitalisme et la société française. Pas du tout, je fais pas d'obsession sur la société américaine. Ces utopies ont besoin de se fédérer. Pour se fédérer, elles ont besoin aussi de retrouver une force politique. Une force politique non pas au sens partidaire, on voit bien, j'ai évoqué la déconsidération, mais que les gens ne rentrent pas dans la segmentation des initiatives, qui ne profitent qu'au pouvoir dominant. C'est-à-dire chacun, on zappe un peu l'initiative, on prend ceci ici, on prend cela là-bas, et on ne pense pas global. Il est très très important, à mon sens, et si je peux donner ça comme mot conclusif, que dans la situation du travail, dans la pensée de l'après-capitalisme, nous essayons d'échapper à la segmentation, d'échapper à l'isolement, d'échapper d'abord à la solitude, mais à l'isolement, à la segmentation, d'échapper à ces effets pervers qui est du style qu'on dit « NIMBY, not in my backyard », pas dans mon petit jardinet derrière chez moi, mais que les délibérations ou les micro-initiatives sont tout à fait intéressantes, touchantes, émouvantes, passionnantes même, mais qu'il va falloir, et c'est ce à quoi nous invite Gaël Broustier quand il nous demande de relire Gramsci, ce que nous invite Jean-Pascal Laby quand il nous invite à relire Gramsci, et ce que je vous inviterai à faire, c'est à relire Gramsci pour faire autrement de la politique et recréer les conditions d'un socialisme qui ne soit pas un socialisme étatisé, autoritaire, mais qui soit véritablement le socialisme des initiatives et le socialisme de l'émancipation. Je vous remercie.